Il est 12h45. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi sur BB24. Les candidats aux examens du brevet d'études du premier cycle BPC et du baccalauréat session de juin 2020 composent depuis hier les épreuves entrant dans le cadre des examens blancs nationaux. Un constat à suivre dans ce journal. La crise sanitaire mondiale du Covid-19 affecte tous les secteurs d'activité. Dans le monde du travail, des employeurs sont obligés de se séparer de certains de leurs employés. Dans une dizaine de minutes, un reportage à suivre. L'hyperlordose lombaire, à ne pas confondre avec lordose lombaire, une maladie qui touche le creux au milieu du dos. Elle résulte souvent de nos postures. Un élément à suivre. À nouveau, bonjour, chers téléspectateurs de BB24. Les examens blancs nationaux pour le compte de la session de juillet 2020 du brevet d'études du premier cycle BPC et du baccalauréat ont démarré hier sur l'ensemble du territoire national. Cet examen de mise en condition permet une préévaluation des candidats et une opportunité de se retrouver en situation d'examen avant l'examen proprement dit, afin de faire le point de leurs acquis. Une équipe de notre rédaction a fait le constat dans quelques centres de composition à Cotonou. René Arossi, Daniel Sosa et Ulvaïs Balogun. Ne vous y méprenez pas. Cette candidate vient d'être refoulée de son centre de composition. Pour cause, son retard. Il sonnait environ 8h25. Contrairement à elle, ses camarades sont en situation de composition. Concentrés et attentifs malgré la pluie, ils évaluent leurs compétences à la faveur de l'examen blanc, session juin 2020. Ici, au centre de composition du CEG Bégamin, il y a les candidats au BPC et au bac. Déjà à 8h, les contrôles étaient effectués et les épreuves lancées. Nous n'avons pas eu de retard pour lancer. L'appel des candidats s'était fait déjà depuis 7h, donc les candidats étaient arrivés, installés. C'est lancé juste à 8h. Bon, mais comme il y a d'aléas, il y a la pluie et nous avions eu l'interruption du courant électrique. Mais comme nous avons tout prévu, il y a notre groupe que nous avons mis en marche en même temps pour pouvoir gérer la lumière dans des salles de classe. À Bégamin, comme au centre de composition de Saint-Hérita, la pluie n'a pas émoussé les adheurs. Épreuve démarrée à 8h aussi, pas plus de 30 candidats par salle d'examen, un candidat par table, port systématique et obligatoire de masques de protection. Toutes les mesures barrières sont respectées. On a essayé de répartir un candidat par table. Nous avions fait l'effort de respecter la distanciation. Les candidats, dès leur entrée au centre du CEG Saint-Hérita, ont eu des points d'eau de lavage de mains. Ils l'ont effectivement fait. Et avant de lancer les épreuves, nous avions dit aux candidats que le port de masque est permanent et obligatoire. Et je pense qu'il y a des superviseurs pour vérifier tout ça là. Comme il y a pandémie et la nouvelle a circulé, ils savent qu'il faut se laver les mains. Et les dispositions sont là. Ils viennent, ils se sont lavés les mains. Vous allez constater qu'ils ont tous leur cache-nez. Cache-nez parce que c'est dit. C'est dit qu'ils vont composer en cache-nez et quand ils viennent, ils vont donc se laver les mains. Pas de difficultés majeures notées. Ces examens blancs prennent fin le 4 juin prochain. Quant aux examens nationaux, le BPC est prévu pour le 13 juillet et le bac pour le 20 juillet prochain. Outre la menace qu'elle représente pour la santé publique, la pandémie du coronavirus touche aussi profondément le monde du travail. Les bouleversements économiques et sociaux menacent les moyens de subsistance et le bien-être à long terme de millions d'individus. Au Bénin, de nombreux employeurs sont bien obligés de se séparer, malgré eux, de certains membres de leur personnel. D'autres vont même au-delà. Ils ferment carrément les portes de leurs entreprises et veulent se réinventer. C'est le constat qu'a fait une équipe de notre rédaction. Voici le reportage. La pandémie mondiale du coronavirus ne laisse pas indemne le monde du travail. Depuis que la crise sanitaire est devenue économique et même sociale, ce responsable syndical est de plus en plus gagné par l'inquiétude. Nous sommes inquiets, non seulement pour la santé des travailleurs qui sont là, mais aussi inquiets pour ceux qui
pourraient éventuellement perdre leur poste, leur emploi. Et ça, c'est déjà presque une réalité, surtout dans le secteur informel et aussi dans le privé formel quelque part où des emplois sont menacés et ont été perdus. Responsable d'une agence de voyage et d'événementiel, ce patron d'entreprise se trouve aujourd'hui dans le désarroi. L'interdiction de rassemblement a entraîné l'annulation de nombreux événements. En conséquence, son entreprise n'a plus de demande de prestations et gérer le personnel en cette période est bien douloureux. Difficile de poursuivre en l'état nos activités commerciales. Nous sommes bel et bien obligés de fermer les fuites de ces recettes qui n'arrivent pas. Et ça passe par la diminution des charges. Et la pire des difficultés, c'est les collaborateurs à qui il faut convenir de sursoir à travailler pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de travail. Comme lui, de nombreux patrons d'entreprises ont été obligés de se séparer malgré eux de leurs employés. Cependant, les emplois ne sont pas menacés dans tous les secteurs d'activité. Chez cet employeur évoluant dans les TIC, les impacts du coronavirus sur les employés se ressentent différemment. Tout dépend du secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui sont directement touchés. Heureusement, ce n'est pas le cas des secteurs d'activité dans lesquels nous on intervient. Nous n'avons pas licencié le personnel. Nous faisons un effort pour que les emplois soient maintenus. Mais bien sûr, si nous interagissons avec d'autres acteurs qui sont impactés, nous-mêmes, nos activités seront impactées. Au vu de tout ceci, certains se voient contraints de migrer vers le numérique s'ils veulent tenir, mais ils gardent tout de même espoir qu'une aide viendrait du gouvernement. Je crois que autant on a été très vite pour régler la question sanitaire et on a donc limité les dégâts à 3 décès, autant on devrait aller encore aussi vite pour limiter la question économique de la pandémie de manière à ce que nous ne soyons pas 3000 entreprises à fermer. Il faut leur faire un appui financier, par exemple, payer une partie du salaire aux chefs des entreprises, de ces sociétés, pour qu'eux-mêmes fassent aussi un effort afin que le travail ne soit pas perdu. La décision du gouvernement de relancer les activités le 2 juin dernier est tout de même un ouf de soulagement pour certains employés et employeurs. Mais un seul souhait reste présent sur toutes les lèvres, vivement que ce mauvais vent cesse. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. On parle santé, cette fois-ci précisément de la lordose lombaire. La lordose est une forme courbée de la colonne vertébrale, j'y arrive. Toutefois, lorsque la lordose connaît des anomalies, on parle alors d'hyperlordose lombaire. Et c'est une déformation qui peut causer de sérieuses douleurs et un inconfort accru. Cette situation résulte souvent de nos différentes postures, des chaussures que nous portons et parfois des sacs à dos très chargés et inappropriés que nous mettons au dos. Le mal n'épargne pas les enfants, mais dans certains cas, il peut être traité. Les précisions dans ce reportage. Le squelette humain est composé, entre autres, de la colonne vertébrale et de la lordose lombaire. Cette partie du corps, pourtant considérée à tort comme une maladie, est essentielle pour tout être humain. La lordose lombaire, c'est la courbure de la colonne vertébrale qui donne une concavité postérieure au niveau de la zone lombaire, au niveau du rachis lombaire. C'est-à-dire le creux que nous voyons immédiatement après les fesses. On a besoin de cette lordose pour avoir une bonne résistance au niveau de la colonne vertébrale. Lorsque nous avons des creux qui vont dépasser 5,5 cm actuellement au Bénin, on peut parler donc d'une lordose qui dépasse déjà notre norme. Il faut donc parler d'hyperlordose lombaire en cas de maladie. La pathologie peut être congénitale ou non. Toutefois, certaines habitudes telles que le port de chaussures à talons peuvent constituer des facteurs de risque. Et lorsque vous travaillez tout le temps dans une position qui crée votre lordose, c'est-à-dire une position de dos creux, vous pouvez augmenter à la longue votre lordose lombaire. Chez les dames, le port de grossesse, le port de sac à dos par exemple, quand c'est trop lourd, vous allez aussi augmenter la colonne lombaire. Chez les apprenants, le port de sac à dos inadapté prépare à une hyperlordose lombaire.
Et si les enfants trouvent normal de tout porter pour éviter les corrections à l'école, les parents sont appelés à plus de vigilance. Il faut savoir que vous ne devez pas mettre plus de 10% du poids de l'enfant dans le sac. Si le sac pèse plus de 10% de son poids, c'est mauvais. Autre chose, il faut que l'enfant soit bien chaussé. Parce qu'il peut être bien chargé, mais s'il est chaussé correctement et que sa chaussure n'a pas des talons qui projettent son tronc vers l'avant, il n'y a pas de problème. Troisième élément, c'est que le sac doit être un sac adapté à l'enfant. Il ne faut pas acheter les gros sacs des adultes à son enfant. Le sac doit pouvoir s'arrêter au niveau donc des fesses. Si tous les cas d'hyperlordose lombaire ne peuvent être soignés, certains peuvent par contre être corrigés. On peut rendre souple la colonne lombaire de façon à ce que cette colonne lombaire, lorsque même elle a une hyperlordose, qu'elle puisse vraiment faire le mouvement d'antéro-postérieur sans problème. Si c'est une personne déjà qui a un certain âge, on peut lui apprendre à faire des gestes pour pouvoir recorriger ça. Mais si c'est un enfant, il faut alors savoir qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est dû à la charge de son sac, etc. Mais mieux vaut prévenir que guérir. De saines habitudes peuvent aider à garantir une plus longue durée de vie à la colonne vertébrale et aux disques intervertébraux. Lorsque nous devons nous asseoir, rentrer correctement nos fesses dans les sièges. Utiliser des sièges qui ont des dossiers, donc qui ont le dos presque droit. Sinon, je veux dire droit. Lorsque nous nous asseyons dans notre voiture, redressons notre dossier pour que ça soit droit. Il faut toujours garder une petite lordose, même si vous êtes sur engin. Il ne faut pas effacer totalement sa lordose lombaire. Elle joue un rôle important dans l'équilibre physique et dans l'idéal, toujours consulter quand surviennent les premières douleurs. C'était un reportage de François Zissou et Marianne Borsemeli. Culture et divertissement à présent. Là, oratoire est un moyen à travers lequel celui qui les est transmet des sentiments et des émotions. Ce dernier met un point d'honneur sur la culture et les problématiques de la société, jadis utilisées par nos aïeux pour se divertir tout en éduquant. Le conte est petit à petit en train de disparaître. Pourtant, nul n'ignore son importance. Boris Agossalou, ingénieur culturel, nous parle ici du rôle et de la place des arts, de l'oralité au sein de la société. Il est au micro de François d'Assise et Enoch Gauguin. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après, la colonisation faisant son chemin, Senghor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture, et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité, parce que c'est eux qui ont transcrit, c'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient, voilà, c'est eux qui ont mis ça dans des bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art, c'est de changer des comportements, n'est-ce pas, de décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider de décider, c'est de développer. C'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur, le conteur, sur des faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue, vous voyez, ceux qui, voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent changent.
Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan est désormais exportateur de bauxite. La bauxite est une roche latérique blanche, rouge, grise, caractérisée par sa forte teneur en alumine et en oxyde de fer. Cette roche constitue le principal minerai permettant la production d'aluminium. Au mois de mai dernier, un terminal du port autonome d'Abidjan a servi à un premier embarquement de 20 000 tonnes de bauxite à destination de la Chine. C'est une première en Côte d'Ivoire. Désormais, l'exploitation de la bauxite en Côte d'Ivoire va contribuer non seulement à accroître le trafic du port d'Abidjan, mais apportera également une plus-value à l'économie ivoirienne. Et ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. À très vite pour de nouvelles informations sur BB24.